qui était venu un peu sur le tard, parce que vous l'avez eu il n'y a que 48 heures. Et je suis satisfait de la grande mobilisation dont vous faites preuve. C'est par ces temps qui courent, tout le monde est orienté sur les urgences. Et au Mali actuellement, en plus des opérations militaires sur le terrain, l'une des grandes urgences pour nous, c'est l'action humanitaire. C'est comment aider nos populations à être plus proches d'elles, plus sensibles à ce qu'elles vivent avec ce que vous connaissez. Nous avons une situation exceptionnelle cette année dans le Sahel avec le changement climatique. En tout cas, c'est ce qui est convenu officiellement. Je disais au ministre tout de suite que de toute façon, cela vaut mieux que la sécheresse. Et donc, nous avons énormément de difficultés et de surprises. Il y a beaucoup de pertes en vies humaines, en dégâts matériels et d'indisposition de tout genre que vivent les populations. Le gouvernement est donc décidé à être sur le front de l'action humanitaire au même titre que nous mobilisons notre armée sur le terrain. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de rappeler aux uns et aux autres quelque chose que tout le monde sait, mais c'est bon de rappeler certaines vérités. Nous nous sommes retrouvés dans une situation que nous n'avions pas voulu. Et notre armée est pratiquement l'une des rares dans ces dernières années en tout cas, qui est obligée de recruter, de former, autrement dit d'entraîner, de faire la guerre et de gagner. En général, comme on dit, qui peut la paix prépare la guerre. Les armées se préparent de longue date. Mais nous, on nous a imposé une guerre à laquelle nous faisons face. Et Dieu merci aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut entendre ici et là, comme dans toute guerre, on gagne, on perd, mais globalement, sur le plan stratégique, notre armée est en train tous les jours de marquer son territoire, de restituer aux Maliens leur honneur et leur dignité, à notre pays, son unité et son intégrité territoriale. D'ailleurs, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui était une référence internationale, les conditions que ce que nous avons appelé les forces du changement au Mali ont toujours exigé, c'est qu'au même moment où on applique l'accord, ou disons l'application de l'accord n'a de sens dans le cadre de l'intérêt de notre pays, que lorsque certaines conditions sont réunies ou mises en exergue. D'abord, toute application de l'accord doit aboutir, ou ne doit pas remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali. Deuxièmement, toute application de l'accord ne doit pas remettre en cause la forme républicaine et laïque de l'État malien. En troisième position, on peut les mettre dans l'ordre, de toute façon, ce n'est pas important, la souveraineté de l'État malien. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est important que les partenaires sachent que pendant 10 ans, de 2013
à 2023. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali, au moment de l'intervention des forces étrangères. Le terrorisme qui a été mis au centre du combat international, avec en tête nos partenaires français, a été identifié, autrement dit la présence des forces internationales, a été caractérisée par le président de la République française, François Hollande, l'ex, disons. Il disait ceci. Il a répété ici, il a répété au Qatar, il a répété en plusieurs lieux, que l'objectif de l'intervention de Serval et de toutes les forces étrangères, c'est de détruire le terrorisme. Première raison. La deuxième raison, c'est assurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire. Et troisièmement, c'est assurer l'application des résolutions des Nations Unies. C'est ça les raisons qui ont été annoncées en 2013. Et tous les Maliens, même ceux qui étaient loin de la politique, mais qui ne comprenaient pas les arcanes, les pièges qu'il y a dans les discours, avaient compris et espéré qu'avec les interventions étrangères, le terrorisme allait reculer. 2013-2020, en 7 ans, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80% de nos territoires. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali s'est étendu sur le Burkina Faso, s'est étendu au Niger, a occupé, s'est étendu sur la partie nord du Togo, partie nord du Bénin. Il y a même eu des incursions en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez bien des attaques de Grand Bassam. Au bout de 7 ans donc, la première déclaration s'est avérée un leurre, et moi je dis un mensonge. Parce que ça a été déclaré, ceux qui l'ont déclaré, celui qui l'a déclaré savait très bien ce qu'il avait derrière la tête. Serval s'est mis en Barkhane. Ensuite on y a ajouté le G5 Sahel. On a ajouté Takuba, vous avez EITM, vous avez les forces maliennes et les forces étrangères, en un mot, avec 55 000 forces armées sur notre territoire, dont près de 15 000 Maliens, le terrorisme s'est étendu, c'est devenu comme une gangrène dans notre pays. 80% des territoires ont été pris. Les pays qui ont voulu sous-traiter, vous vous rappelez au début, c'est à Ouagadougou que les négociations se faisaient. Les terroristes y avaient élu domicile parce qu'il y avait un président, selon nous, qui pensait qu'il pouvait faire du commerce pour durer au pouvoir, et comme étant un acteur de la lutte contre le terrorisme. Au bout de 7 ans, l'autorité de l'État malien n'était pas étendue sur tout son territoire. C'est établi maintenant que c'est l'État français, l'armée française, qui a interdit avec la force à l'armée malienne de rentrer à Kidal. C'est documenté aujourd'hui et même les officiels français le reconnaissent. Donc la deuxième déclaration aussi, c'était une tromperie sur la marchandise, pour ainsi dire. Sinon, c'était aussi un mensonge. On s'est arrivé à un moment où, sur notre territoire, il y a des parties où l'armée malienne ne peut pas aller. Les forces internationales continuent de se multiplier. Barkhane nous a dit, est venu pour traquer le terrorisme dans le Sahel.
le terrorisme occupait tout le Sahel. On a amené G5 Sahel. Le G5 Sahel, la même chose, a demandé environ 400 et quelques millions de dollars pour lutter contre le terrorisme. Pendant des années, la communauté internationale n'a pas pu trouver les 400 millions de dollars. Curieusement, quand il fallait renverser le gouvernement nigérien, la CEDEAO a trouvé 3 milliards de dollars. Disons trouvé, c'est ce qu'on nous a dit. Et sans compter les dizaines de milliards de dollars qui ont été mobilisés ailleurs, vous savez de quelle guerre je parle. Donc, ce n'était pas la vérité. Nous nous sommes retrouvés sur des parties de notre territoire où notre armée ne peut pas aller. Quand l'armée voulait se rendre dans certaines zones, on dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Et donc sur notre territoire, il y a des parties interdites à l'armée malienne. C'est des forces étrangères qui sont sur ces zones-là. Et le terrorisme y existe. Nous disons, mais qu'est-ce que vous faites? Donc c'était très clair qu'en réalité, on s'est rendu compte que la région de Menaka, qui était l'épicentre choisi pour déployer Takuba, devait devenir un terrain d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Nous avons eu plusieurs demandes. En attendant de les traiter, il y a un pays qui a décidé que lui va s'installer. Vous le savez très bien, c'était le Danemark. Lorsque nous avons demandé où est-ce que vous avez l'autorisation, ils nous ont dit oui que c'est l'ancien pouvoir qui les a autorisés. Nous avons dit premièrement, l'ancien pouvoir n'est pas là. Deuxièmement, même dans les pays comme le Danemark et d'autres, quand vous êtes invité, il y a un visa. Où est le visa? Parce que même dans le document signé par l'ancien régime, c'était écrit noir sur blanc que pour tout déploiement des forces militaires, il faut le faire conjointement avec l'armée malienne, ce qui n'a pas été le cas. Et donc nous avons demandé de quitter nos territoires. Nous avions dans le tiroir chez nous les demandes de plusieurs pays de l'Union européenne qui attendaient. Bien sûr, ça a créé une incompréhension inutile. Et j'avais dit quand j'ai rencontré les diplomates ici que la sécurité du Mali ne doit pas être sous-traitée. Quand un pays doit venir au Mali, il discute avec le gouvernement malien. Un pays ne peut pas venir nous dire que c'est un autre pays qui lui a dit de venir chez nous. Et donc ils sont partis. Ça crée des malentendus que vous connaissez. Takuba, d'ailleurs, j'ai indiqué plusieurs fois, parce que toutes ces opérations ont toujours un sens. Dans la zone, Takuba, moi je viens de là-bas, ça veut dire le sabre pour diviser. Et donc c'était très clair que l'objectif stratégique de cette force, c'était la partition programmée du Mali. Elles sont parties. G5 Sahel, c'est d'autres pays qui mettaient la main à la poche pour financer, notamment les pays du Moyen-Orient. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Quand nous collectons 100 millions, n'arrive au Mali peut-être que 10 millions de dollars. Les autres se perdent en cours de route et nous savons où ça partait. On se retrouvait dans certains pays du G5 Sahel avec des vieux équipements qu'on a repérés. Des soldats ont perdu la vie, ont été accidentés à vie, parce que ce soi-disant équipements neufs se sont écrasés d'eux-mêmes en coupant souvent toute la partie inférieure de certains soldats. Et on s'est rendu compte que c'était des équipements rouillés. Tout cela, on l'a vécu. J'ai dit tout ça pour que vous compreniez, parce que dans la propagande, dans la communication politique des uns et des autres, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont documentées. Nous avons
dit à Takuba de partir, G5 Sahel de partir. Barkhane avait la base la plus grande dans le Sahel, c'était à Gao. Et le terrorisme ne faisait qu'avancer. Tous ceux qui s'occupent de l'économie étaient assassinés de façon ciblée. Tous les opérateurs économiques. Donc il était très clair qu'il s'agissait d'inverser la composition sociologique des régions du Nord. Nous avons dit que ça ne peut pas continuer. Nous avons analysé, on est arrivé à la conclusion qu'il faut que nous nous prenions nous-mêmes en charge. Nous avons demandé donc à l'amiable de nous séparer. Lorsque nous l'avons dit, peu de gens s'y avaient cru, y compris des Maliens. Et nous avons fini avec les enfants. On s'est occupé du papa. Lorsque nous avons demandé le départ sans délai de l'aménagement, et quand nous avons négocié 6 mois, il nous a été dit, y compris dans certains milieux, que nous faisions de la fanfaronnade. De toutes les façons, le Mali ne pourra pas s'en sortir. J'ai entendu même des présidents démocratiquement élus en Afrique, dans des conférences internationales sur la sécurité, s'étonner. Mais si l'aménagement quitte, que va devenir le Mali? Les mêmes messieurs, je l'ai écouté en 2019, ils disaient qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'avec 55 000 forces armées sur le territoire malien, le terrorisme quitte de l'extrême nord pour s'étendre sur tout le territoire. Nous avons donc tiré les conclusions. Nous sommes partis pour rétablir ce qui nous avait été promis, mais les promesses, comme on dit, n'engagent qu'à ceux qui les croient. Il fallait donc récupérer, avoir la possibilité pour notre armée d'aller sur n'importe quelle partie de notre territoire sans demander d'autorisation. Parce qu'avant, je vous dis, pour notre armée, il fallait demander des autorisations. Et c'est ce qui a été fait. Il y a des zones dans notre pays qui étaient des verrous. Le verrou de Berre. Tout le monde a dit que ce n'était pas possible, c'était une citadelle imprenable. Elle a été prise au prix de lourds sacrifices. Après Berre, ce qu'on a appelé abusivement la ville Touareg. Moi, j'ai étudié l'histoire de notre pays. J'ai même fait un écrit là-dessus. Kidal, c'est une ville Songoï, originellement. Et d'ailleurs, les Kidalois n'ont demandé rien à personne. Tout ce qui se passe chez nous, toutes les guerres de 1989, de 2012, sont importées par des personnes préparées, organisées et envoyées sur nos territoires. Les Kidalois n'ont rien demandé du tout. Les Ménakois n'ont rien demandé. Les Tombouctiens n'ont rien demandé. Nous avons décidé de faire face à nos responsabilités historiques et politiques. Et Kidal a été pris. Vous savez que nous nous étions entendus avec l'aménagement sur un redéploiement ordonné, sécurisé et contrôlé par les 2 forces armées. Mais il y a des zones, comme je dis, on se donne rendez-vous à 8 heures, on vient, on nous dit que l'aménagement est parti depuis 5 heures, 6 heures, au motif qu'ils sont en insécurité. Mais vous êtes venus nous aider à nous sécuriser, vous-même vous n'êtes pas en sécurité. Allez-y comprendre. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des équipements lourds qui ont été transmis, terroristes. Heureusement que notre armée s'était organisée et nous les avons tous neutralisés. La suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, il n'y a pas une partie du territoire national où l'armée malienne ne peut pas se rendre si le chef d'État, si le ministre de la Défense, si le chef d'État-major,
si le commandement militaire le décide. Ça, c'est donc l'autorité de l'État. Le terrorisme, entre-temps, s'est étendu, vous savez, les grandes victimes, le Burkina Faso, le Niger, d'autres pays. Les résolutions des Nations Unies, moi j'ai l'habitude de les lire, je les connais presque par cœur. Elles changent de contenu comme vous changez vos chemises lorsqu'elle est sale. Si vous lisez la résolution 2100 d'avril 2013 et la résolution de 2015 et les autres résolutions, comme on dit à Chenou en Bamana, c'est le fleuve et les poissons secs, tellement ils sont éloignés les uns des autres. Et c'est après, bien sûr, on a dit aux Maliens lambda que vous êtes trompés sur la marchandise, les forces internationales, c'est des forces de paix, elles ne sont pas venues pour faire la guerre. Mais quand vous lisez la première résolution, c'était très clair là-dedans qu'elle venait faire la guerre contre le terrorisme. Mais tous ces paragraphes ont disparu avec le temps parce que ces résolutions chargeaient chaque fois. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, nous avons été très clairs. Nous avons dit qu'on ne peut plus accepter qu'un pays devienne le porte-plume de la République du Mali. Parce que tout changeait, ce n'était pas dans l'intention des Maliens. Nous étions arrivés à un niveau où on ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Les militaires mouraient par centaines. On les entrait dans des fosses communes parce que nous n'avions même pas d'avion de transport. Lorsque nous en achetions, nous payons tout, mais l'avion est confisqué quelque part. Dans ces conditions, nous n'avons eu d'autre choix que de prospecter toutes les voies pour nous prendre en charge de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous pouvons aller sur l'ensemble de notre territoire. Le terrorisme, malheureusement, a gangréné tout le Sahel. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où vous avez un malade qui s'appelle Mali, un médecin qui s'appelle Communauté internationale, avec des pays bien connus qui dirigeaient tout, et des prescriptions qui étaient données pour 2 semaines, on nous avait dit 2 ans. Au bout de 7 ans, la maladie a gangréné le corps. Et donc il fallait faire le choix, soit attendre la mort, ou se lever, changer de médecin, ou changer d'analyse, ou changer de prescription, ou changer de posologie, ou changer le tout. Au Mali, nous avons décidé de tout changer et reprendre notre destin en main. Voici la situation dans laquelle. Bien entendu, pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et nous savons qu'il y a des considérations géopolitiques et géostratégiques qui rentrent en jeu. Il y a des pays qui disaient qu'ils étaient nos amis. On s'est rendu compte qu'il y a des ennemis héréditaires qui ne s'entendaient sur rien, sauf à maintenir le Mali dans cette situation de vassalité. Il y a des pays qui étaient amis uniquement quand ça concernait. Vous les connaissez très bien. Pendant ce temps, ils disent qu'ils sont nos amis. Et c'est ce qui m'a fait dire à certains qu'il faut qu'ils comprennent qu'à la tête du Mali, il y a des gens qui ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, comme ils croient. Ils savent lire. Nous savons qui est pour la paix, qui ne l'est pas. J'ai fait tout ce rappel pour un peu planter le décor. C'est donc dans cette situation que nous nous sommes retrouvés au second adversaire, qui est les catastrophes naturelles exprimées par les inondations. Cette fois-ci, les causes, les musulmans diront que c'est Dieu, les scientifiques vous diront que c'est le changement climatique. Dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement grave. Et je dis tout ça parce que à ce niveau, il n'y a pas eu trop de débats comme avant. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter pour votre mobilisation. Parce qu'au-delà de toutes les considérations géopolitiques, géostratégiques qui existent, nous avons constaté, avec un intérêt particulier, la mobilisation de tout le monde qu'on appelle de l'action humanitaire. Chacun a fait ce qu'il peut. Et comme vous le savez, il y a des nouvelles dispositions
qui ont été déjà expliqués, c'est qu'avant, quand il y a des catastrophes, des inondations, bon, chaque partenaire intervenait comme il pouvait. Il fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Et souvent, on se retrouve dans ce qu'on appelle chez nous Sanji Korowoshi, c'est-à-dire quand vous transpirez sous la pluie, on ne voit pas que vous êtes en train de travailler. Et donc, les organisations humanitaires, l'État malien, face à l'ampleur du désastre, qui apparemment n'est pas pour s'arrêter demain, ont montré une détermination qui donne satisfaction à tout observateur averti. J'ai souhaité donc vous rencontrer pour vous remercier et vous dire que nous sommes très attentifs au rôle que vous êtes en train de jouer. Nous avons aussi décidé de vous faciliter le travail et de nous faciliter aussi. Que maintenant, on agit suivant un système d'entonnoir. Tout ce que nous faisons va converger vers le ministère de l'Action humanitaire, de manière à ce qu'on ne fasse pas des actions dispersées et qu'au bout, nous puissions avoir les résultats. Bien entendu, l'effort de chacun sera documenté et, si nécessaire, présenté là où il faut. Parce que je sais que les organisations mères aussi ont besoin de compte rendu. Qu'est-ce qui est fait, les moyens qui ont été déployés pour l'action humanitaire, quels sont les résultats. À ce sujet donc, au même titre que le président, il est le chef suprême des armées, nous avons un comité interministériel spécialement qui veille sur les inondations et toutes les catastrophes naturelles, qui se réunit régulièrement pour faire le point. Et le compte rendu est fait au président. Vous savez qu'à partir de la dernière réunion, il y a des mesures qui ont été édictées, qui ont fait l'objet d'un conseil des ministres extraordinaire. La veille, le président de la transition lui-même s'est déplacé pour se rendre auprès de notre organisme chercher des solutions, on l'appelle le SECOGEC. Et aujourd'hui, ce travail doit continuer. Je voudrais donc vous saluer, vous demander de façon coordonnée que nous ayons un seul interlocuteur, le ministère chargé de l'action humanitaire. Il y a certains qui donnent de l'argent, d'autres donnent de quoi se loger, des couvertures, des tasses, des médicaments. Tout cela, nous souhaitons que ça soit ordonné, organisé au niveau du ministre de l'Action humanitaire. J'ai donc souhaité vous rencontrer et vous dire que le travail que vous êtes en train de faire, ce n'est pas le Sanji Korowoshi. Vous n'êtes pas en train de transpirer sous la pluie. On voit les efforts que vous faites. Et pour bien les documenter, que nul ne se trompe sur le rôle de nos partenaires, nous avons demandé au ministre de la Sécurité et au ministre de l'Action humanitaire, en relation avec tout le monde, de faire une seule porte d'entrée. D'ailleurs, tout de suite après votre retrait, nous allons avoir une réunion du comité interministériel pour faire le point de la situation de la semaine passée et à quoi nous nous attendons, nous préparer pour la semaine prochaine. Donc c'est le message, mesdames et messieurs, que je voudrais vous passer auprès de vous. Nous sommes dans une situation comme ça. On est sur le front de la guerre. Je vous ai expliqué un peu comment on en est arrivé. Là-bas, il y a des débats. Je sais que vous êtes des émissaires. Votre rôle, ce n'est pas ça. Mais je vous ai donné juste ces informations. L'autre front, les partenaires, c'est vous. C'est pour cela que j'ai souhaité vous rencontrer. Vous remercier encore au nom de notre gouvernement et de notre peuple. Nous sommes extrêmement sensibles à ce que vous êtes en train de faire. Merci bien, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour ce qui est débat technique, les ministères de l'Action humanitaire, je sais même hier, ils ont eu une réunion, je crois, avec vos organisations, tout ce qui est technique, parce que je sais qu'on peut beaucoup apprendre de vous.
Parce que vous avez la main à la pâte, c'est votre travail au quotidien. Nous sommes preneurs de toutes les idées. Nous sommes preneurs de tous les savoir-faire. Tout cela va s'organiser au niveau du ministère de la Solidarité qui nous répercutera régulièrement ces conclusions et ces décisions. Et lorsque vous aurez le sentiment qu'il y a des dispositions qui ont besoin de mesures légales et réglementaires, n'hésitez pas à en discuter avec le ministère de la Solidarité et nous ferons le droit, le devoir, disons, de donner une suite favorable. Voilà ce que je voulais vous dire. On a nos soldats au feu, soldats du feu, la protection civile, qui est aussi nuit et jour au front. Et ce sont les deux pieds sur lesquels nous parlons, nous marchons. Le comité interministériel d'ailleurs chargé de cette question, nous avons décidé de l'élargir au ministre de l'Environnement, au ministre des Domaines. Parce que beaucoup d'inondations ont des causes qui ne viennent pas, comme on dit, de Dieu. Parce que chez nous, quand les gens n'ont pas une solution à un problème, seulement on dit que c'est Dieu. Mais il y a les solutions ici. Nous avons donc dit que le ministère des Domaines va être là, le ministre de l'Environnement aussi. Et donc nous souhaitons vraiment que nous travaillions en très bonne intelligence et que le travail, l'action humanitaire donne effectivement satisfaction à toutes les parties, à ceux qui vous ont mandaté et à notre peuple qui est censé être bénéficiaire de votre action. Voici ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier. S'il n'y a pas de questions particulières, en fait, c'était juste ce message que je voulais faire passer. Je vous remercie et dire que la séance est levée. Merci beaucoup.